unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. It is the middle ground between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais vous venez de quitter le couvent des Jacobins. Pour la suite des opérations, il va être important que vous gardiez votre calme, car vous venez d'être projeté dans une nouvelle dimension qui s'appelle Light Zone. Donc, vous voici maintenant en 50 après Unix, soit en 2020 de notre ère, dans un petit pays de l'Europe de l'Ouest qu'on appelle la Gaulerie. Et vous êtes maintenant chargé de mission au sein de son ministère de l'Éducation. Le gouvernement de la Gaulerie a décidé de réformer son système éducatif, et par l'intermédiaire de votre supérieur, vous apprenez que vous allez devoir organiser un colloque dont le but est de réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. Cependant, comme dans toute organisation qui se respecte, le top-down n'est jamais loin. Et vous apprenez que pour organiser ce colloque, vous allez devoir faire appel à des cabinets de conseil externes. Vous n'avez même pas le temps de protester, que votre supérieur vous explique que cette directive émane directement du dieu Jupiter lui-même. Vous glissez au passage qu'il va falloir rajouter le cabinet McKinney dans l'appel d'offres. Alors, vous l'aurez compris, il s'agit ici d'une dystopie steampunk gallo-romaine, et toute ressemblance avec des faits de notre dimension sera peut-être fait exprès. Alors, le cabinet McKinney, vous ne savez pas trop ce qu'ils font, mais vous en avez déjà entendu parler. Donc, vous décidez d'aller sur leur site internet. Si ça veut bien se charger, je l'avais préparé là. Hop. Donc, en arrivant sur leur site internet, voici ce que vous voyez. Le but, c'est de découvrir comment McKinney peut vous aider à organiser un colloque sur l'éducation. Donc, vous pouvez remarquer que dans la Light Zone, McKinney, ça s'écrit avec un S qui ne se prononce pas, c'est pour éviter toute poursuite judiciaire à la suite de Stoke. Et Gaulerie s'écrit France. Donc, la première chose que vous voyez, c'est qu'on vous explique qu'ils sont engagés dans les transformations décisives de leurs clients. Vous n'en savez pas plus, mais vous décidez de scroller un petit peu. La première proposition de valeur, partenaire du développement de ses clients sur long terme, accélérateur de l'innovation sur 200 domaines d'expertise. C'est dans le paragraphe ici. Ce qui nous laisse entendre que c'est quand même un très gros cabinet de conseil. Cependant, il y a quand même quelque chose qui va attirer votre attention, c'est qu'en plein milieu, on vous explique qu'ils ont 5000 profils technologiques. Et là, vous vous demandez, mais à quoi ça peut vous servir? Parce que vous êtes dans l'éducation. C'est-à-dire des gens qui font du digital, un truc avec leurs doigts, du design, de l'agile, de l'analytique, ça vous aide pas vraiment. Et même, vous pouvez vous demander si, au final, ce n'est pas une entreprise de service du numérique. On continue, et là, on veut créer un petit peu d'empathie. On vous présente les équipes, alors qu'on s'entende, hein. Il ne s'agit pas de n'importe qui, c'est la directrice générale de McKinney en France, enfin en Gaulerie, un membre du conseil d'administration et la chef de file, directrice associée senior, chef du pôle d'assurance. Et d'ailleurs, pour chacune de ces personnes, hop, il va falloir que j'aille sur la page préchargée, vous avez une belle page qui leur sont dédiées, hein, ça vous aide beaucoup, encore une fois. Mais retournons du coup sur le site principal. Donc pour l'instant, vous êtes d'accord, on ne sait pas trop comment ils peuvent nous aider. Cependant, ici, juste en dessous, là, il y a le premier call to action du site qui va vous inviter à découvrir d'autres profils. On s'entend, hein, d'autres profils, ça reste quand même les directeurs associés, les directeurs associés seniors. Vous n'allez pas avoir tout le monde non plus, hein. Et vous découvrez qu'ils ont chacun leur domaine de pôle, donc le digital, les biens de grande consommation et le luxe. Et vous demandez, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un dédié à l'éducation, l'enseignement? Bon, ça part mal. Bon, c'est pas grave. Retournons sur la page principale. Hop. Forcément, comme j'ai pas de réseau. Voilà. Donc, quand on continue, on découvre des publications. Donc, enfin, une démonstration de savoir-faire. Mais là, ça parle de croissance inclusive et durable en Europe, ça parle d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé, l'avenir du retail, vaincre le cancer, le métaverse, rien qui a à voir avec l'éducation. Bon, ça vous aide toujours pas plus. Vous vous accrochez, et là, on vous invite à travailler chez McKinney.
Et tout devient un petit peu plus confus pour vous, parce que vous commencez à vous demander, mais à qui est destiné ce site, en fait? À des clients potentiels ou à des candidats potentiels? Ou des candidates potentielles? Parce qu'au final, on a une espèce de démonstration de force, de savoir-faire, 200 domaines, on est profil technologique, mais vous ne savez toujours pas comment ils peuvent avoir de la valeur sur l'éducation. Et en descendant un petit peu plus, on a la position de leur bureau dans la capitale, super. Donc là, ça fait 5 minutes que vous êtes sur le site, et vous ne savez toujours pas comment ils peuvent vous aider. Cependant, vous vous rappelez que quand vous êtes allé tout en haut, là, il y avait un petit menu « Notre métier », et vous vous accrochez, vous dites peut-être que c'est là où on va découvrir comment ils nous aident. Et vous avez des belles boules qui tournent en 3D. Donc il va renforcer peut-être ce sentiment d'entreprise technologique. Bon, on est complètement perdu. Mais cette petite flèche-là vous amène à scroller. Et vous découvrez qu'ils sont organisés de manière matricielle, donc avec des pôles de compétences sectorielles et des pôles de compétences fonctionnelles. Ce qui une information dont vous auriez pu vous passer, mais ce n'est pas grave. Donc on vous explique qu'il y a un pôle design, digital, implémentation, chimie, distribution, et enfin éducation. Donc enfin, on va peut-être avoir quelque chose qui nous concerne. Et là, la dernière page nous renvoie là-dessus, donc un site en anglais, où ça nous parle effectivement de leur savoir-faire vis-à-vis de l'éducation, le témoignage de leurs clients, démonstration de savoir-faire, et comme on ne change pas une formule qui gagne, on finit par les gens qui composent ce pôle, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est les partners, les senior partners, c'est le haut de la chaîne alimentaire des consultants. Vous n'allez pas avoir les petits billets analystes ici. Donc au final, vous avez plus appris sur la structure organisationnelle de McKinney et son organigramme que vous savez comment, avant même de savoir comment ils vont vous aider en fait, à résoudre votre besoin, alors que vous êtes un client potentiel. Vous repartez alors avec une sensation un petit peu amère de frustration. Et c'est le signe que vous venez de vous frotter à l'IT Zone. L'IT Zone, c'est un monde où croyances et sciences se mêlent pour ne faire plus qu'un, où il existe des forces qui poussent les gens et qui conditionnent plutôt les gens à produire d'une certaine façon. Parce qu'ici, on pourrait blâmer en fait, les UX designers d'avoir produit un site avec une user experience aussi pauvre. Mais en réalité, il existe un phénomène qui les a poussés à réaliser ça de cette manière. Pour vous expliquer ce phénomène, il faut qu'on remonte en juillet 1998. Le New York Times publie alors une une qui va changer la face de l'IT Zone en mettant en avant les exploits du docteur Jacob Nielsen, qui, comme sa photo ne l'indique pas, n'a pas inventé la souris. Je ne sais pas pourquoi il est content, mais avec sa souris. Mais en tout cas, à l'époque, il était considéré comme le gourou de l'ergonomie de la page web. C'est marqué ici, c'est le New York Times qui le dit. Et il s'était lancé une mission. C'était celle de rendre le web plus utilisable. Il avait notamment remarqué dans les années 90 que les entreprises qui construisaient leur site Internet avaient tendance à vouloir optimiser en fait, un indicateur de référencement pour les moteurs de recherche que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le... Pardon ? SEO. Alors non, c'est un truc plus vieux que ça. C'est le CIO. Vous ne connaissez pas ? C'est C-Level Ego Optimization. En fait, il expliquait dans 1997, dans un article qui s'appelle C-Level, c'est le top management, pour ceux qui ne savent pas. Donc, dans Top 10 Mistakes of Web Management, donc il liste les erreurs les plus communes. Et le numéro 3, c'est le fait de laisser la structure de son site refléter la structure de son organisation. Il dit que les utilisateurs ne devraient pas savoir comment votre compagnie est organisée et ils ne devraient même pas être capables de le déduire de la structure de votre site Internet. Et qu'un signe classique, de cette mauvaise pratique, c'est le fait que sur la home page, vous avez un bouton pour chacun des seniors vice-présidents de la compagnie. C'était en 1997. Et c'est à peine ce que vous venez de vivre sur le site de McKinney en 2022. Un de ses confrères en 1998, ce Dr Nigel Bevan, qui est aussi un pionnier de la user experience, dans une étude qui s'appelle Usability Issues in Website Design, explique pourquoi les sites sont si frustrants à utiliser et aussi difficiles à l'utilisation. L'une des raisons, c'est que les organisations produisent souvent des sites dont le contenu et la structure reflètent les préoccupations internes de l'entreprise plutôt que les besoins de l'utilisateur. C'est pour ça que sur ce site-là, on ressent tout de suite cette volonté de vouloir se positionner plus sur la tech et cette volonté de recruter, alors que ce n'est pas votre besoin. Il y a plusieurs personnages qui sont mélangés ici et ça confuse en fait le message.
Ça rend le message plus confus, désolé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en 2022, bien qu'on sache ça depuis les années 90, nos UX continuent à faire cela? Un manque de connaissance des bonnes pratiques? Peut-être, mais pas que. Alors que vous cherchez à en savoir plus, vous voici maintenant projeté dans une nouvelle époque de l'IT Zone. Et plus précisément, dans la région de Seattle aux États-Unis, à Redmond, en 38 après Unix. Et vous êtes maintenant le directeur ou la directrice marketing de Microsoft. Et vous êtes en train de peaufiner votre stratégie de communication sur votre nouveau fleuron qui est Windows Vista. Et c'est alors que vous avez votre boss qui débarque dans votre bureau furieux parce que l'un de votre concurrent vient de lancer un spot publicitaire sur les déboires de votre nouveau système d'exploitation. J'espère que ça va fonctionner là, parce que j'ai pas de réseau. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC, here with good news for anyone who's ever been frustrated by Vista. Oh, you're fixing the problem. No. Ah. Bon, c'est pas dit que j'arrive à récupérer la vidéo, hein. Parce que là, j'ai vraiment pas de réseau. Bon, ça marche pas, hein. Bon, tant pis. Ah. Allez. Bon, vous l'aurez compris, en fait, c'est un spot publicitaire qui a été diffusé en 2008, qui a été créé par Apple et qui se moquait ouvertement de Windows Vista. Hein, ils en ont fait plusieurs comme ça. Bon, je pense qu'on n'arrivera pas à récupérer la vidéo. Désolé, le réseau est beaucoup trop lent. On va essayer, hein, faire comme ça. Allez, hop. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC, here with good news for anyone who's ever been frustrated by Vista. Oh, you're fixing the problem. No, I'm making them easier Non, on a gagné. to live with. Ah, non, on va passer. Donc, en fait, c'est une catastrophe. L'as des plantages en série de votre nouveau système d'exploitation et des incompatibilités matérielles, eh bien, vos clients décident de revenir sur l'OS précédent qui est Windows XP. Et certains vont même passer à la concurrence de la pomme croquée. Et la pression est telle que vous devez même laisser les constructeurs d'ordinateurs vendre des nouvelles machines sur Windows XP à la place de Vista. Mais dans ce malheur, il y a 2 chercheurs de chez Microsoft et un de l'université du Maryland qui se demandent si rétrospectivement on ne pouvait pas déduire des déboires de Vista des indicateurs qui permettraient d'être des bons indicateurs de prédiction de panne. C'est-à-dire qu'on sait rétrospectivement quels modules ont eu des bugs, et on va utiliser des indicateurs qu'on avait mesurés pour voir s'ils ne pouvaient pas nous prédire si le fait qu'il allait y avoir des bugs dans ces modules. Ils ont donc pris les 50 millions de lignes de code, c'est un gros bébé quand même, qui composent les 3404 modules de Vista. Et ils ont essayé plusieurs indicateurs que j'imagine certains d'entre vous connaissent. Code churn, je ne vais pas l'expliquer. Code complexité, donc c'est la complexité cyclomatique du code avec les embranchements, etc. Une cascade de if, etc. Dependency, c'est le couplage, donc le fait qu'un code fortement couplé est fragile à la modification. Le code coverage que vous devez connaître plus, qui est le taux de couverture en test de votre code. Et pré-release bug, c'était le nombre de bugs qu'ils ont trouvés avant la première release de Vista. Et donc, ils vont regarder à quel point ces indicateurs-là sur les modules de Vista sont des bons prédicateurs de panne. Parce qu'ils savent si ce module a eu des bugs, est-ce que le code coverage permettait de me dire que ça allait être problématique pour ce module. Et donc, ils les ont tous évalués, mais ils ont rajouté un autre modèle d'indicateur, un peu spécial, qui est la structure de l'organisation. Ça semble bizarre, hein ? On va en parler un petit peu plus tard de ce qu'ils mettent derrière la structure de l'organisation. Et donc, ils ont évalué tous ces modèles, et ils ont déterminé leur précision, etc. Je ne vais pas expliquer ce qu'est le recall. Et le but, là, c'est, pour être le plus précis possible, il faut être au plus proche de 100%. Et il s'avère que la structure de l'organisation était un meilleur indicateur de prédiction de panne des modules de Vista que le code coverage et le reste. C'est assez étonnant. On ne s'y attend pas du tout. Et donc, en fait, là, cette étude de 2008 qui s'appelle « Influence of Organizational Structure on Software Quality, an Empirical Case Study », a démontré, en fait, que l'état de votre organisation était un meilleur indicateur sur la qualité de votre logiciel que vos pratiques. Ça ne veut pas dire que les pratiques n'ont pas d'effet, hein,
mais votre structure d'organisation a un effet supérieur. Et pour paraphraser Peter Drucker, pour ceux qui connaissent, Organization eats code quality tools at breakfast. Donc, avoir une bonne organisation sera plus efficace que d'avoir un sonar. Donc l'intention des chercheurs à cette époque-là, c'était de vérifier un postulat qui avait été énoncé plusieurs années avant ça, en 1975, par le docteur Frederick Brooks dans The Mythical Man-Month, où il expliquait qu'en fait, la qualité du produit était grandement affectée par la structure de l'organisation. Donc c'est ce qu'il cherchait à démontrer. D'ailleurs, ce livre est fortement recommandé aux adeptes du diagramme de Gantt, le risque de malaise vagal étant beaucoup trop important dans leur cas. Si vous ne l'avez jamais lu, c'est un bouquin très intéressant. Est-ce que vous sentez maintenant cette petite sensation derrière la nuque de picotement? C'est parce que vous venez encore une fois d'être projeté dans une... Ça, c'est le son du RER A qui vous amène à la gare de la Défense à Paris, plus particulièrement à Courbevoie, en 1946 après Unix, donc en 2016. Et vous vous dirigez alors vers le siège de la multinationale pour laquelle vous travaillez en tant qu'architecte, qui est spécialisée dans le voyage en ligne. Et voici l'architecture que vous avez définie en tant qu'architecte avec les équipes de développement, qui est censée répondre au mieux aux besoins de l'entreprise qui vend des billets de train. Cette architecture, elle a été construite de manière à être agnostique en fait, de la manière dont on vend du train dans les différents pays. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas, le train, c'est très domestique. C'est-à-dire que la manière dont on vend du train en France, ce n'est pas du tout la même manière de vendre en Italie. Et donc, pour éviter d'avoir du développement spécifique pour chacun des pays, on a 3 briques agnostiques qui vont mutualiser les fonctionnalités. Je peux expliquer rapidement. Rail Supply, c'est ce qui fait les interconnexions avec les transporteurs, par exemple la SNCF en France, la SNCB en Belgique, Renfe en Espagne. Le but est de fédérer ces API pour en offrir qu'une seule au sein de l'entreprise. Au-dessus, Rail Shopping, c'est les fonctionnalités business, c'est comment vous sélectionnez votre train, comment vous choisissez vos sièges, etc. Et au-dessus, c'est l'interface utilisateur. Et ça fait maintenant 3 ans que cette architecture a été décidée, elle a été donnée aux équipes, et vous décidez alors de sortir de votre tour d'ivoire et d'aller descendre voir ce qu'ont produit les équipes. Parce que vous avez notamment eu vent que bien que ces logiciels ont à peine 3 ans, ils sont déjà très complexes à maintenir. Et en jetant un œil au code, stupeur, il a été produit exactement ce qu'on ne voulait pas. C'est-à-dire que chaque brique était découpable par trains nationaux. Les fonctionnalités ont été certaines dupliquées selon le use case, alors qu'on voulait les rassembler. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que c'est un problème de maturité des équipes de développement? Eh bien, une petite investigation vous a permis de comprendre que cela venait d'une croyance du management qui s'appelle les feature teams. Alors, les feature teams, c'est une croyance qui est censée optimiser la manière dont les équipes vont trouver de l'autonomie en ayant la capacité de modifier toutes les briques dont elles ont besoin pour développer des features. Sauf qu'en réalité, c'est tout un projet. Et le management disposait à ce moment-là de 3 équipes qui étaient sur 3 time zones différentes. Et comme on allait d'abord livrer en prod la France, ensuite le Royaume-Uni et puis l'Allemagne, ils se sont dit naïvement, ça va être plus simple à gérer si on va avoir une équipe qui va gérer la France, une l'Allemagne et l'autre le Royaume-Uni. Sauf que ce sont des équipes sur des time zones différentes, des managers différents, des objectifs différents, des deadlines différentes. Ce qui fait qu'elles avaient très peu de raisons de communiquer ensemble. Et comme elles ne savaient pas ce que faisaient les autres, qui travaillaient dans la même code base qu'eux, ils se sont dit, je fais mon cas, je fais ma tambouille et j'essaye de m'isoler des autres. Comme ça, je ne casse pas les copains et les copines à côté, et inversement, ces personnes-là ne me cassent pas. Mais in fine, on a produit exactement ce qu'on ne voulait pas. Et le problème, c'est que le truc est devenu tellement immaintenable qu'il va falloir faire quelque chose. Mais là, l'ownership de chacun des composants n'est pas clair. Et personne ne veut payer l'assainissement. On dirait que l'IT Zone essaye de vous envoyer un message, notamment le fait que l'expérience utilisateur, la conception produit, la qualité du produit et du code et l'architecture sont grandement impactés par votre organisation.
Alors jusqu'ici, on n'a fait que observer des effets, mais qu'est-ce qui expliquerait tout ça? Pour trouver une explication, il faut revenir en 1968. Le docteur Melvin Conway publie un article qui s'appelle « How Does Community Invent » dans la revue Datamation, dans laquelle il décrit comment des organisations designent des systèmes. Et là, on va faire un petit exercice que vous allez pouvoir reproduire dans vos propres organisations. On va prendre un système. Ici, c'est un système e-commerce. Il est constitué de 4 sous-briques. User, qui gère les utilisateurs, shopping, les fonctionnalités de je rajoute un truc dans mon panier, etc. Paiement, et billing, qui est la facturation. Un système, ça peut être un site web, un produit logiciel, un téléphone, une voiture. Tout ce que vous voulez, ce n'est pas forcément du soft. Melvin Conway se pose la question s'il n'existerait pas une relation entre la structure du système et celle de l'organisation qui l'a produit. Il remarque que quel que soit le contexte, pour chacun des sous-systèmes, là, les sous-briques, vous allez être en mesure de trouver une équipe qui est en charge de sa construction et de son développement. Il remarque aussi que pour que le système dans sa globalité puisse fonctionner, certains de ces sous-systèmes doivent s'interfacer, comme par exemple user et shopping. Parce que notamment, on pourrait imaginer que shopping ait besoin des informations de user. Et s'il existe une interface entre ces sous-systèmes, alors les équipes qui en sont en charge vont devoir communiquer pour négocier ensemble une spécification de cette interface. Et cette communication, généralement, elle est coordonnée. Alors à l'époque, ça n'existe pas, mais maintenant, ces coordinateurs et ces coordinatrices s'appellent les Scrum Masters ou les Product Owners, ou même les Tech Leads, potentiellement. Et lorsqu'il n'y a pas d'interface entre deux sous-systèmes, par exemple entre shopping et billing, eh bien, ces équipes, les équipes reliées, n'ont pas de besoin formel en fait, de communiquer ensemble. Melvin Conway démontre alors qu'il existe une relation étroite entre la structure du système et la structure de l'organisation qui l'a produit. Et des fois, il arrive que des équipes soient en charge de plusieurs sous-systèmes, et dans ce cas-là, eh bien, la structure de l'organisation devient une version compactée de la structure du système. Ce mimétisme entre la structure de l'organisation et celle du système est ce que l'on appelle un homomorphisme. Et le fait d'avoir dit ça, c'est là où, en fait, il y a un drame. Parce qu'on pourrait croire que Melvin Conway n'a pas inventé l'eau chaude, mais malheureusement, l'homomorphisme a des propriétés qui peuvent être très embêtantes parfois. On va prendre une organisation prédéfinie par le management, mais on n'a aucune idée de la structure de ce qu'on veut produire. Quel est le design cible? On n'en a aucune idée pour l'instant. Le but d'une organisation, c'est de déterminer quelle sera la meilleure solution pour répondre à un besoin. Parce que pour répondre à un besoin, il existe plusieurs solutions qui amènent chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Maintenant, faisons comme si nous étions omniscients, c'est-à-dire qu'on va lister toutes les solutions possibles. On va les limiter à 2, parce que sinon, ça va être un bazar. Et imaginons que pour le besoin là, que cette organisation doit analyser, la meilleure solution est celle d'en bas. Alors, sachez quelque chose, cette organisation n'a même pas conscience des solutions possibles pour l'instant. Cette organisation va devoir faire tout le travail en fait, pour les découvrir et les évaluer et savoir laquelle ils vont retenir. Encore une fois, nous, on est omniscients. Si on regarde la deuxième solution, on peut voir qu'il y a une interface entre user et billing et qu'il y a un sous-système checkout qui n'existe pas dans la première. Donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que cette organisation va être en mesure de produire, et même d'imaginer, cette seconde solution qui est la meilleure? Si on regarde cette organisation, il n'y a pas de communication formelle entre billing et user, et on remarque aussi qu'il n'y a pas d'équipe checkout. Le management a déjà dit qu'il y aurait une équipe shopping et une équipe payment. Et chacune de ces équipes peut avoir leur manager, peut avoir leurs propres objectifs. Donc, quelque part, on a créé des silos, d'une certaine manière. Il va être très difficile pour ces équipes en fait, de sortir du cadre et du moule pour découvrir qu'elles auraient pu en fait, imaginer un système complémentaire. Parce qu'on a polarisé leur manière de réfléchir. Ce qui fait que ces équipes-là vont être poussées à produire, par la règle de l'homomorphisme, un design qui est à l'image
de leur organisation. L'une des raisons aussi pour cela, c'est le fait que dans une structure, il est quand même très compliqué de changer, en fait, d'être assez flexible dans sa manière de communiquer. Il est aussi très compliqué de savoir se réorganiser de manière un petit peu dynamique. C'est pour ça qu'on va être poussé à produire des structures à l'image de l'organisation. Et ce phénomène est d'autant plus vrai que l'organisation est grosse. C'est pour ça que Conway dit que le fait même de choisir une organisation signifie que l'on a fait de manière explicite ou non des choix de design. Et le fait même d'avoir choisi une organisation va limiter le champ des solutions possibles, en excluant des designs qui peuvent être potentiellement meilleurs. Melvin Conway, dans son article, donne l'exemple d'une organisation qui, dans les années 60, devait produire un compilateur COBOL et un compilateur ALGOL. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des logiciels qui transforment les langages, ici, qui sont lisibles par des humains, en langage machine. Ils avaient alors 8 personnes dans cette organisation. Pour des soucis de budget et de timing, cette organisation a décidé de les scinder en 2 groupes, 5 personnes sur le compilateur COBOL et 3 personnes sur le compilateur ALGOL. La résultante a été que le compilateur COBOL s'exécutait en 5 phases et le compilateur ALGOL en 3. Alors que ce sont des logiciels qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Alors cependant, il y a quand même des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. En 1996, Tom Cheetham explique que si vous demandez à 5 personnes de produire un compilateur COBOL, celui-ci va s'exécuter en 4 phases, parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le manager. Mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Parce que Melvin Conway décrit bien pire. Donc généralement, au début d'un besoin, on va mettre un tout petit groupe de personnes pour commencer à l'analyser, parce qu'en plus, on ne sait pas trop où aller. Et donc, on va avoir des designers initiaux. Généralement, on a toujours aussi un management qui est là, pas très loin. S'il y a une pression en termes de budget et de timing, ce qui est souvent le cas quand même, un manager sait que s'il n'utilise pas toutes les ressources dont il a à sa disposition et qu'il rate sa deadline, on va lui faire un sacré reproche. Et ça va mettre une pression en fait sur les designers initiaux du système qui préféraient peut-être se battre avec la complexité du besoin, en fait le rendre plus clair, le dégrossir pour trouver une solution, plutôt qu'à fragmenter la connaissance avec plein de personnes. Cependant, comme le management juge que c'est trop risqué, ces gens-là vont être... Oh, il y a un problème d'affichage. OK. Hop. Ça va revenir. Donc, en gros, ils vont être, le temps que l'image revienne, ils vont être renforcés de telle manière à maximiser les chances d'atteindre la deadline. Dis donc, là, en termes de... C'est bon, ça revient pas? Attendez, je vais juste débrancher et rebrancher pour voir si ça ne va pas... Je ne sais pas si c'est de votre côté ou du mien. OK, super. Bon, j'ai perdu mes slides. Hop. Ah, c'est mieux? Allez, marche. OK, hop, je sais ce qu'on va faire. Ne bougez pas. Hop. Alors, excusez-moi pour ce petit contretemps. Hop, c'est pas cette conf-là, c'est celle-là. Maintenant, j'ai plus besoin du réseau, donc on va passer en local, si ma machine veut bien. Bon, bref. Bon, le temps que ça charge, donc ces personnes vont être renforcées. Et ce qui fait que le nombre de personnes dans l'organisation va exploser. Donc on va passer très rapidement à 11 personnes, alors qu'à la base, on n'était qu'à 3 personnes. Cela est dû, selon Melvin Conway, à une croyance que le travail est linéaire, c'est-à-dire que le travail de 2 personnes sur 4 mois est équivalent au travail de 8 personnes sur 1 mois. Normalement, j'en étais là. OK.
Donc ça, c'est une fausse croyance, et le docteur Frederick Brooks explique dans son bouquin en 1975, pour se moquer de ça, qu'une grossesse humaine, ça prend 9 mois, quel que soit le nombre de femmes que vous assignez à la tâche. Donc revenons à notre organisation qui a beaucoup grossi là. Généralement, dans une entreprise, il y a des règles managériales qui disent comment on doit s'organiser quand on a un groupe de personnes. Imaginons ici qu'il faut 2 personnes par équipe et chacune de ces équipes doit avoir un manager. C'est-à-dire qu'une organisation va prendre forme avant même d'avoir analysé le besoin. Et une fois que l'organisation existe, elle sera utilisée. Ensuite, ce besoin, il va falloir le répartir, parce que sinon ça ne sert à rien d'avoir créé des groupes. Donc il va être réparti de manière plus ou moins arbitraire entre chacun de ces sous-groupes, et on va fragmenter le savoir. Ce qui fait que des intersections comme celle-ci, entre 2 groupes, qui sont en plus hiérarchiquement un peu éloignés, ça va être très difficile à détecter. Parce qu'encore une fois, on a polarisé la manière dont on a organisé les équipes. Enfin, pardon, on a polarisé la manière dont les équipes vont réfléchir, parce qu'on les a silotées d'une certaine manière. C'est pour ça que Melvin Conway explique qu'il n'existe pas un groupe de design qui est à la fois organisé et non biaisé. Et ça va même plus loin, parce que Melvin Conway explique que la qualité de la communication s'est désintégrée au moment même où il y a eu délégation. Parce que les designers initiaux du système, comme ce sont les sachants, on va les élever à une position où ils vont devoir faire de la synchronisation. Déverser leur savoir et aider les personnes qui sont arrivées après eux à analyser le problème. C'est-à-dire qu'ils vont prendre de la hauteur. Et comme on a explosé en nombre de personnes, les processus de communication sont beaucoup plus complexes, parce qu'on a créé des silos. Donc faire transiter l'information, c'est devenu quelque chose de compliqué. Mais pas que faire transiter l'information, se mettre d'accord. Parce que si, par exemple, vous avez 2 personnes qui sont dans des équipes qui sont hiérarchiquement éloignées et qu'elles doivent se mettre d'accord. Elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui se passe? On monte d'un niveau. Donc on va impliquer quelqu'un qui a pris de la hauteur vis-à-vis de besoins et à qui on va demander de faire un choix. Alors que ce n'est pas quelqu'un qui a une connaissance très fraîche et qui n'a pas l'expérience en fait, du besoin en réalité. Et si ces personnes-là ne se mettent pas d'accord, les conventions veulent qu'on remonte d'un niveau et on va impliquer encore quelqu'un qui est peut-être encore moins technique et à qui on va demander en fait, de faire un choix. En fait, ce que dit Melvin Conway, c'est que dans les grosses structures, les grosses organisations, la structure de communication va tendre à sa structure administrative, hiérarchique. Et par la loi de l'homomorphisme, cette structure-là va se refléter dans le système qui est produit. C'est pour cela que les militaires ont tendance à produire des systèmes qui ressemblent en fait à leur organigramme. Si vous connaissez COBOL, c'est organisé comme une division militaire. Oh, j'ai un petit problème d'affichage là, mais en gros, ce que disait Conway, c'est que la structure des grands systèmes a tendance à se désintégrer durant le développement, qualitativement plus que ceux des petits systèmes. En fait, Frederick Brooks l'explique très bien, cette histoire de désintégration de la communication, dans toujours Mythical Man Months. À l'époque, quand on avait 3 personnes, on avait 3 canaux de communication. Quand on est passé à 11 personnes, on n'est pas passé à 11 canaux, mais on est passé à 55 canaux de communication. Ce qui fait que l'effort de communication n'est pas linéaire. Et ce qui fait que, du coup, l'effort du travail n'est pas linéaire non plus, quand vous rajoutez des gens. Et on sait aussi que le système produit par 3 personnes n'aura pas du tout la même forme que le système produit par 11. On a une petite démonstration tout à l'heure. Melvin Conway explique que si vous prenez 3 personnes bien choisies, ces personnes-là vont produire un meilleur système que 11, parce que toutes les hypothèses de parallélisme qu'on fait lorsqu'on épluche des pommes de terre partent en fumée quand on design des systèmes. Et cette tendance à vouloir ajouter des gens pour tenir la deadline va faire tendre l'organisation sur sa forme bureaucratique avec des surcoûts de synchronisation et des surcoûts de communication. OK. Du coup, j'ai perdu le fil. Avec des surcoûts du coût de communication. C'est pour cela que Melvin Conway dit qu'il va au bout d'un moment être nécessaire de restreindre la communication pour faire en sorte que les gens puissent faire leur travail.
D'ailleurs, qui ne s'est jamais plaint d'avoir trop de réunions ou trop de cérémonies? Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire des systèmes at scale d'organisation sur étagère, avec un graphe complet de communication et 50 milliards de rôles, qui est complètement agnostique du système qui va être produit, et versionné en plus, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, on a fait une démonstration là de la loi de Conway, mais on ne l'a pas réellement énoncée. La loi de Conway dit que les organisations qui designent des systèmes sont contraintes à produire des designs qui sont des copies de leur structure de communication. C'est pour cela que lorsque vous avez découvert le site de McKinney, vous avez d'abord découvert leur organigramme en partant du haut, et plus vous enfonciez dans le site, plus vous descendiez les strates de l'organigramme. C'était quand même très flagrant. Et ce que vous avez découvert ensuite, c'était leur structure matricielle d'organisation, avant même de savoir comment ils répondaient à votre besoin. Ça, c'est un très bon exemple d'endroit où la structure de communication a tendu vers leur structure administrative et qui s'est reflétée dans leur site. Dans le cas de l'agence de voyage en ligne, on a voulu designer un système qui était agnostique des trains nationaux. Et au final, chacune des briques qui étaient agnostiques était découpable par trains nationaux. Cela juste parce qu'on avait organisé les équipes de manière orthogonale, c'est-à-dire par trains nationaux. Et dans le cas de Windows Vista, vous avez découvert que la qualité de la structure de l'organisation avait plus d'impact sur la qualité de Vista que les indicateurs traditionnels. Et ça, c'est un effet de l'homomorphisme, que la qualité de l'organisation va se refléter dans la qualité en fait, de ce qui est produit. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas dit tout à l'heure ce qu'il y avait derrière Organizational Structure, mais voici 3 des 8 paramètres qui étaient pris en considération. Les chercheurs se disaient que si on perd une grande partie des membres de l'équipe, cela va affecter la rétention de connaissances et donc la qualité, que plus les contributeurs à un composant appartiennent à la même équipe ou service, plus grande est la qualité, que plus la personne qui a le pouvoir de prendre une décision sur le composant est proche hiérarchiquement des ingénieurs qui éditent ce composant, meilleure est la qualité. Et en fait, il y en a 5 autres que je n'ai pas listés là, mais c'est assez évocateur du fait qu'ils ont pris quelque chose qui était à l'antipode de ce que décrivait Conway comme la désintégration de la communication, avec énormément de strates, avec quelqu'un tout en haut qui prend la décision et qui ne comprend pas le besoin. En fait, vous avez tout le contraire ici. Donc, sommes-nous condamnés à subir les effets de la loi de Conway? Alors, on ne va pas pouvoir se prémunir de cette loi. Malheureusement, elle va tout le temps se vérifier. Par contre, on va pouvoir gérer ses effets. Melvin Conway explique que l'effort d'organisation doit se faire selon le besoin de communication. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est on prend un petit groupe de gens, on prend le besoin, et on essaye de le dégrossir. Pour ce faire, on va le découper en sous-systèmes qui vont être plus faciles à mapper mentalement et qui vont avoir des responsabilités. Donc on va savoir comment le système va s'articuler. Ensuite, donc en créant ces sous-systèmes, on va voir le besoin d'interfaçage. Et c'est ce besoin d'interfaçage entre ces sous-systèmes qui va devoir driver une manière de s'organiser. Et si on fait ça, on va limiter la communication à son strict nécessaire et s'assurer à ce que les gens puissent faire leur travail correctement. Cependant, on sait que le premier design qu'on fait est rarement le bon et que les besoins vont évoluer dans le temps. Ce qui fait que le système va devoir évoluer. Et donc, si on prend en compte cette règle d'homomorphisme, il va falloir que notre organisation soit assez flexible dans sa structure de communication et dans sa capacité à s'organiser pour pouvoir en fait, produire et designer de manière efficace. En faisant ça, en fait, Melvin Conway, même s'il ne vous dit pas comment procéder à chacune des étapes, vient d'écrire une nouvelle classe de méthodes d'organisation et de design qui sera nommée plus tard en 2010 en Inverse Conway Maneuver. Donc, c'est le nom qui a été donné par Johnny Leroy et Matt Simmons dans un article qui s'appelle Dealing with Tricky Legacy Platform, qui est écrit derrière, publié dans Cutter IT Journal. Donc, c'est 2 personnes qui travaillent chez Southworks, c'est la même boîte que Martin Fowler. Et donc, dans leur article, ils expliquent qu'il faut absolument casser les silos en entreprise. Parce que les silos empêchent les équipes de travailler efficacement, notamment pour ces histoires de ce qu'on a vu dans la loi de Conway.
Donc, le but, c'est de les aider à se réorganiser. Cependant, il n'est pas réaliste de dire qu'on peut se réorganiser partout, facilement. Ce n'est pas vrai. Cependant, ce que dit la loi de Conway, c'est le fait que c'est la structure de communication qui va se refléter dans le système produit et non pas directement la structure de l'organisation. Donc, essayons d'abord de changer la manière dont les équipes communiquent. C'est généralement un levier plus facile que de dire on va se réorganiser. La réorganisation, ça reste un sujet épineux et assez sensible, notamment parce qu'il peut y avoir des guerres de pouvoir managériales, donc ce n'est pas si simple. Cependant, en 2015, James Lewis, Technical Director chez Southworks, lors de l'essor des microservices, va plus loin. Il explique qu'au lieu de demander à des équipes déjà constituées de suivre une architecture sur le papier, l'organisation devrait se concentrer sur une structure qui mappe celle qu'on tente d'avoir dans le système, en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les inverse Conway manœuvres. Et ce qui est assez flagrant, c'est que dans l'IT Zone, vous allez pouvoir trouver pas mal de personnes qui ne s'inscrivent pas forcément dans l'inverse Conway maneuver, mais qui ont des observations en fait, qui la corroborent. En 2017, Yad Bosch, qui est professeur au Chalmers University of Technology et ancien vice-président du Nokia Research Center, publie un article qui s'appelle Structure Its Strategy, dans lequel il présente le modèle BAPO. Il explique qu'une entreprise doit d'abord se focaliser sur la manière dont elle doit créer de la valeur pour ses utilisateurs et la manière dont elle va générer des revenus. Ça, c'est le B du modèle. Et c'est le point de départ pour le business. À partir du business, eh bien, on va créer une architecture qui va supporter ce business, avec des choix technologiques. Une fois que l'architecture est définie, on va choisir les process. Comment on construit cette architecture? Là, on n'est plus sur le quoi, on est sur le comment. Avec quels outils? Est-ce qu'on fait de la contribution logicielle, enfin, contribution entre équipes, etc. Et une fois qu'on a le B, le A et le P, eh bien, seulement on attaque l'organisation. Et ce que remarque Jan Bosch, c'est que les équipes, généralement, enfin les entreprises, généralement, elles ne sont pas BAPO, mais OPAB. En fait, elles partent d'une organisation préexistante, et parce qu'il existe certains rôles déjà dans l'organisation, elles vont en déduire des process par pure convenance, parce qu'il y a quelqu'un qui est là et son boulot, c'est de vérifier des choses, donc on va mettre un process de validation, parce que c'est comme ça. Et ces process vont créer une architecture accidentelle, qui va être restrictive, parce qu'elle sera plus drivée par le passé de l'entreprise que par son futur. Ce qui fait qu'elle va être très limitée dans le champ des possibles vis-à-vis des innovations business qu'on va pouvoir faire. Il y a même deux personnes qui vont beaucoup plus loin, en 2019, Matthew Skelton et Manuel Pais, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, qui dit qu'en fait, en faisant ça, vous laissez les RH designer votre système. Alors, si on revient à Nigel Bevan, Usability Issues in Website Design, j'ai fait l'exercice. En fait, il donnait 5 points pour corriger le problème qu'on a vu sur les sites là, dans les années 90. Et ce qui est assez flagrant, c'est que ça matche tout à fait avec le BAPO. Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de comment on peut implémenter ça, une inverse Conway maneuver. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'outils là dans ce que je vous ai décrit. Là, je vais vous en donner. En 2003, sort Domain Driven Design d'Eric Evans. Et avec Domain Driven Design, on va traiter le B et le A. Donc Eric Evans s'était rendu compte que les développeurs et les développeuses se trompaient de combat en pensant que la complexité du logiciel résidait surtout sur la partie purement technique, alors qu'elle résidait d'abord dans le business. Et que les développeurs et les développeuses s'éloignaient beaucoup trop en fait, du business de leur application, ce qui faisait qu'elle avait tendance de faire du code pour faire du code. Donc le but du Domain Driven Design, c'est de recentrer le développement logiciel sur le business. Et c'est de partir d'abord de l'analyse du business et de son exploration avant même de définir l'architecture. Donc pour ce faire, le Domain Driven Design va séparer deux espaces. L'espace du problème de l'espace de la solution. Parce que Eric Evans s'était aussi rendu compte que généralement, lorsque les gens pensent analyser un problème, ils sont en train de designer une solution.
ce qui va biaiser totalement en fait l'analyse et la construction de la solution. Donc l'espace du problème, c'est le business, l'espace des solutions, c'est l'architecture. Et pour opérer ça, on a ce qu'on appelle les patterns stratégiques du domaine driven design. Donc la première chose à faire, c'est d'analyser le besoin. Pour ce faire, on n'a pas besoin de plus que les experts et les expertes du métier. On se met dans une salle avec une équipe pluridisciplinaire en termes de profil, PO, Dev, UX, etc. Et on n'a pas besoin d'une grosse organisation, juste quelques personnes. Et le but, c'est de discuter du métier, c'est de faire émerger les concepts métiers, voir comment ils interagissent ensemble. On fait ça au moyen d'un event storming. Donc c'est un atelier qui a été inventé par Alberto Brandolini. Comment ça se passe? Eh bien, on va lister sur des post-it des événements métiers. On va les ordonner, et ce qui va nous permettre de modéliser un flux de création de valeur, là notamment sur une fonctionnalité de e-commerce. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va lister tous les concepts métiers, et on va analyser leur cycle de vie et avec quels autres concepts en fait, ils sont utilisés, et jusqu'où ils sont utilisés. Ce qui va nous délimiter des frontières. Et ces frontières, c'est ce qu'on appelle des bandits de contexte ou des sous-contextes métiers. Et ce qui va être la base en fait, de notre architecture, ce sont nos sous-systèmes. À partir de là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un context map. Le but du context map, c'est d'analyser les rapports de force entre les sous-systèmes. Et ça va assez loin parce que autant il y a le côté... Alors là, OHS, c'est Open Host Service, c'est équivalent des PI. Et là, ce que ça veut dire, c'est que Shopping a besoin des données de user. ACL, c'est Anti-Corruption Layer, ça veut dire qu'on veut se protéger du modèle interne de user. Parce qu'on ne veut pas que si user change un petit peu la manière dont il gère ses utilisateurs, c'est un impact dans Shopping. On veut juste que ça limite l'impact à l'interconnexion. On ne veut pas que les internes de Shopping soient impactés. Donc c'est pour ça qu'on crée un Anti-Corruption Layer. Vous voyez, là, il y a quelque chose de très architecturel. Mais ça va plus loin. Parce qu'on va pouvoir donner des relations comme downstream et upstream. Ça permet de dire que user peut être un succès, et je parle au sens pas forcément technique, mais aussi commercial, indépendamment de Shopping. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Shopping, pour être en succès, a besoin que user soit en succès. Et ça, en fait, c'est souvent lié à des contraintes métiers. Mais on va aussi regarder comment les équipes travaillent ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, si on a une relation supplier-customer, ça veut dire que comme user est supplier et qu'il sert plusieurs équipes, c'est une équipe qui sert plusieurs équipes, l'équipe shopping va devoir faire prioriser dans la backlog de user en fait ses besoins. Parce que user n'est pas là que pour eux. Il y a une autre relation qui est partnership, où là, on est en train de dire que les équipes paiement et billing vont travailler étroitement ensemble. Et s'il y en a une qui échoue, les deux échouent. Donc ça, c'est un context map. Donc le domain driven design, ça vous permet de cartographier le business avec un event storming, faire émerger les bandits de contexte, donc les sous-contextes métiers, et mettre en lumière les rapports de force, les contextes et les process de communication éventuels. Donc c'est-à-dire qu'on a commencé à gratter sur le P. Par contre, le domain driven design, ça ne va pas du tout vous expliquer comment en fait réellement vous organiser. Est-ce qu'il faut une équipe pour plusieurs sous-contextes métiers ou pas? Ça, en fait, c'est plutôt Team Topologies qui va vous répondre. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça va traiter du P et du O, donc le process et l'organisation. Et la nouveauté de Team Topology, c'est que Team Topology dit qu'il faut limiter la taille du logiciel à la charge connective que peut gérer l'équipe. D'habitude, on size les équipes selon la grosseur du logiciel. Là, il faut faire l'inverse, quelque part. Et quand on parle de charge connective, on parle de toute la boucle, c'est-à-dire designer, construire, développer, mettre en prod, maintenir. Donc ça veut dire que vous avez aussi tous ces rôles-là dans l'équipe, qui permettent de faire ça. Et la grande nouveauté de Team Topology, c'est que c'est un pattern dynamique. C'est-à-dire que là, on avait deux équipes, shopping et paiement, qui détectent qu'il y a par exemple, peut-être de la duplication entre eux dans leur manière de communiquer. Ils vont peut-être pouvoir travailler ensemble, c'est là, dans un mode qu'on appelle la collaboration en Team Topologies, qui veut dire que les équipes vont travailler étroitement ensemble pendant une phase qui peut durer quelques semaines, pendant laquelle leur charge cognitive va augmenter. Parce qu'elles vont devoir analyser quoi faire de ce système, tout en gérant les trucs qu'ils ont l'habitude de gérer.
Et une fois qu'ils ont déterminé quel système produire, on va pouvoir créer potentiellement, là il y a un nouveau système checkout dont la charge cognitive est trop importante. On va créer une nouvelle équipe checkout. Et on va passer dans un nouveau mode de communication inter-équipe qui s'appelle le X as a Service, qui veut dire que chacune des équipes-là fournit un service à l'autre via une interface qui est documentée suffisamment pour que l'équipe en face soit assez autonome dans sa consommation. Ce qui limite grandement en fait la communication. Donc ça, c'est Team Topology, je n'ai pas tout expliqué, mais je vous invite à aller regarder. Il y a 3 modes de collaboration et 4 topologies d'équipe. Les enabling, c'est des coachs, si vous voulez. Et ça, c'est un exemple chez Docker. Et pour terminer, en fait, là, vous avez découvert l'inverse Conway Maneuver avec le modèle BAPO, qui peut s'implémenter par le Domain Driven Design et Team Topologies. Mais ce que je veux vous dire, c'est corroboré par Accelerate l'efficacité des Inverse Conway Maneuver, si vous avez jeté un œil à cette étude scientifique. Mais ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est que ce n'est pas une baguette magique, l'Inverse Conway Maneuver. Ce n'est pas parce que vous allez changer d'organisation que vous allez forcément avoir le design souhaité. Parce que si le système est rigide à la modification, vous pouvez changer l'organisation, il ne se passera pas grand-chose. Donc il faut d'abord assainir le système pour qu'il soit le plus modifiable possible avant même de penser à une organisation. Et encore une fois, la loi Conway, c'est une contrainte. D'accord ? Et l'inverse Conway Maneuver, ce n'est pas une silver bullet. Il faut voir ça comme un moyen. Mais une réorganisation, ça coûte très cher. Il ne faut pas utiliser ça n'importe comment. Des fois où ce n'est pas possible de le faire. Si on ne peut pas le faire, on va travailler sur la structure de communication. Et si on ne peut pas changer la structure de communication, il faut repenser son architecture. Donc, je m'appelle Julien Topsu, je suis tech coach chez Shodo, qui est une ESN parisienne, nantaise et bientôt lyonnaise, spécialisée dans le domaine Driven Design et software craftsmanship. Et dans ma grande bonté, je vous ai ramené au couvent des Jacobins. Et ce sera tout pour moi. Je vous remercie et je vous débloque de l'IT Zone.